C'est une grande dimension de tout cela. La deuxième dimension, c'est que je pense qu'Israël est en réelle difficulté. Les informations venant d'Israël indiquent que 80% des missiles iraniens passent et rien ne montre que les Iraniens soient à court de missiles. Cela commence à ressembler beaucoup à la guerre de juin de l'an dernier. Les Israéliens avaient alors manqué de missiles ou étaient en train d'en manquer. Ils n'en ont pas complètement manqué, mais la situation paraît similaire aujourd'hui. Il n'est donc pas surprenant que les Israéliens semblent prêts à suivre le mouvement, du moins autant qu'on puisse le voir de l'extérieur. La vraie question, c'est de savoir si, du côté iranien, il existerait la moindre volonté de laisser les Américains et les Israéliens se retirer, obtenir un cessez-le-feu, recharger le fusil, puis revenir dans 6 mois ou dans 1 an. Je ne pense même pas que l'échéance pertinente soit de 6 mois à 1 an. Cela peut être 6 heures après ce que le président Trump dira ce soir. Tout cela doit encore être négocié à l'aune de la réalité sur le terrain. L'Iran prépare déjà des plans pour formaliser son contrôle du détroit d'Ormuz. Ce n'est pas comme la situation en mer Rouge avec les Houthis l'an dernier, quand le président Trump s'est lassé et a pu dire « bon, ça ne marchera pas, déclarons simplement la victoire, disons qu'ils nous ont supplié d'accepter un cessez-le-feu, puis retirons-nous. Nous ne tirons pas sur eux, ils ne tireront pas sur nous. » Ça a fonctionné, plus ou moins. Ici, ce n'est pas la même chose, à cause de tout ce qui s'est passé et parce qu'ils contrôlent le détroit, ce qui constitue pour eux un levier majeur sur nous. Pourquoi y renonceraient-ils ? La question devient donc la suivante. Quel scénario Netanyahou et Trump pourraient-ils bien fabriquer ce soir, quoi qu'ils disent, pour permettre à l'Iran de rester en contrôle du détroit tout en transformant malgré tout cela en victoire ? Ce serait moins un résultat militaire qu'un exercice d'image de marque. Le vieux tour qui consiste à traiter un communiqué comme s'il pouvait annuler le champ de bataille. Nous sommes dans le domaine de la spéculation parce que nous ne savons pas ce que le président va dire, mais beaucoup d'indices montrent qu'il va raconter une histoire en 2 temps. D'abord, il va déclarer la victoire ou dire que nous sommes au bord de la victoire. Ensuite, il va dire que nous allons nous retirer, que nous allons mettre fin à notre participation à la guerre, que c'est terminé. Ce sont 2 questions distinctes et il est très important de le comprendre. La première question est de savoir s'il peut construire un récit de victoire et si Netanyahou peut construire un récit de victoire qui convainc qui que ce soit d'autre qu'eux-mêmes et peut être même pas eux-mêmes. La deuxième question est de savoir si nous pouvons réellement nous retirer. Ce scénario en 2 temps est désormais si familier que le vrai suspense ne porte plus sur la fin, mais sur le degré de polissage du reconditionnement au pupitre. Sur le récit de la victoire, ces 2 hommes ont affirmé très clairement avant la guerre qu'ils avaient une série d'objectifs. On n'a jamais vraiment su lequel était le numéro 1 et lequel était le numéro 2. Ils passaient de l'un à l'autre, mais il y avait essentiellement 5 grands objectifs, peu importe la façon de les regrouper. Le premier, c'était un changement de régime. Le deuxième, mettre fin à l'enrichissement nucléaire. Le troisième, mettre fin aux missiles balistiques. Le quatrième, mettre fin au soutien aux Houthis, au Hamas et au Hezbollah. Un 5e objectif peut consister simplement à détruire l'Iran. Ils n'ont atteint aucun de ces objectifs. Et ils ne sont sur le point d'en atteindre aucun. Si l'on écoute Marco Rubio, il dit maintenant que les objectifs étaient limités, détruire leurs forces aériennes, détruire leur marine et les empêcher d'obtenir des armes nucléaires. Mais ce n'est pas un argument sérieux. Avant la guerre, personne ne parlait de la destruction de leurs forces aériennes et de leur marine comme d'objectifs militaires ou politiques majeurs, parce que ce n'est pas l'essentiel. Leur puissance militaire ne repose pas sur leur marine et leurs forces aériennes. Ils n'avaient pas d'armes nucléaires avant la guerre, ils n'en poursuivaient pas l'acquisition, et le fait qu'il n'en ait toujours pas 1 mois plus tard n'a rien de surprenant. Ce qui se passe réellement, c'est qu'ils n'ont atteint aucun des grands objectifs qu'ils avaient avancés avant le 28 février. Pendant ce temps, le détroit est maintenant fermé, et cela a d'énormes conséquences économiques. En plus, des dommages graves ont été infligés aux différents États du Golfe qui sont nos alliés. Quand les objectifs de guerre initiaux s'effondrent, l'univers Trump a l'habitude de rétrécir la cible après coup et d'appeler l'échec un tir de précision. Puis d'autres informations arrivent et ne font que renforcer ce constat. Le ministère iranien des Affaires étrangères a répondu à l'affirmation du président Trump en disant « Les affirmations du président Trump selon lesquelles l'Iran aurait demandé un cessez-le-feu sont fausses et sans fondement. Il n'y a donc rien de vrai là-dedans. » En même temps, l'Iran lance une importante salve de missiles avant la fête de Pessa. Les premiers rapports indiquent que 10 missiles balistiques ont été tirés au cours des dernières minutes. Cela ressemble beaucoup à une réponse du côté iranien disant qu'ils contrôlent bel et bien Hormuz et qu'ils gardent toujours le plein contrôle de leur stock de missiles. Si quelqu'un pense qu'ils sont sur le point de laisser quelqu'un déclarer la victoire, voilà précisément le genre de message destiné à incendier cette idée.
C'est une preuve supplémentaire que le récit de la victoire ne fonctionnera pas. Qui va croire qu'il s'agit d'une victoire? C'est une perte gigantesque pour les États-Unis d'Amérique et pour Israël. Plus précisément, la guerre n'est pas encore terminée, donc il n'est pas exact de dire que nous avons perdu au sens définitif, mais nous sommes clairement en train de perdre cette guerre et personne n'est capable de raconter une histoire convaincante sur la façon dont nous pourrions renverser la situation et la gagner réellement. Les Iraniens sont au volant et le lancement de ces missiles contre Israël à ce moment-ci n'en est qu'une preuve supplémentaire. Mais ce n'est là qu'un aspect. L'autre question, et on peut soutenir qu'elle est encore plus importante, c'est de savoir si nous pouvons nous retirer tout court. Une histoire de cessez-le-feu ne fonctionne que si l'autre camp accepte de jouer les figurants dans la même production et Téhéran refuse clairement le rôle. La façon évidente de se retirer serait de quitter la région, de tout prendre et de rentrer chez soi. Mais nous n'allons pas faire cela, nous allons rester dans la région. Donc, nous ne quittons pas vraiment la région, nous parlons seulement de quitter la guerre, quoi que cela soit censé vouloir dire. Si on regarde cela du point de vue iranien, et qu'on imagine les Américains dire qu'ils vont rester sur des bases dans les États du Golfe, y garder leurs entreprises, y garder leurs marines, ne pas lever les sanctions, ne pas payer de réparation, mais vouloir quand même que la guerre prenne fin et qu'on les laisse tranquilles, cela n'a pas beaucoup de sens. Si j'étais iranien, je regarderais cela et je demanderais pourquoi j'accepterais. Ce n'est pas une formule de paix, c'est plutôt une demande faite à l'Iran de respecter le titre en ignorant les petits caractères. Dans une telle situation, pourquoi l'Iran ne viserait-il pas des bases militaires américaines dans un avenir prévisible? Il y a déjà des troupes de la 82e division aéroportée déployées quelque part, et même si leur emplacement exact est inconnu, il est difficile d'imaginer qu'elles ne seraient pas traquées et prises pour cible. Même si l'Iran n'attaquait pas directement les États-Unis, pourquoi n'irait-il pas frapper les 6 États du Conseil de coopération du Golfe, les États du Golfe qui sont nos alliés? Et si ces alliés étaient touchés, qu'est-ce que cela dirait de la dissuasion élargie? Une autre possibilité qui plane au-dessus de tout cela, c'est la situation au sol. La 82e division aéroportée fait maintenant partie du tableau, en plus des marines et des Army Special Force Rangers déjà présents sur le terrain. Il y a dans la région des gens, y compris des sources ayant des liens avec des personnes qui font partie de cette force, qui laissent entendre que ces troupes ont au moins été avisées de se tenir prêtes, soit à exécuter quelque chose au sol à très court préavis, soit à se retirer à très court préavis. Voilà à quel point la situation au sol est compliquée et confuse. S'ils tentent quelque chose au sol, n'importe où, Carr Island, Kashim Island, n'importe où, cela change la dynamique. Cela ne ferait pas qu'aggraver une mauvaise situation. Cela rendrait une situation absolument terrible encore bien pire. Toute la discussion jusqu'ici portait sur le fait de déclarer la victoire puis de se retirer du combat. Mais l'insertion de forces terrestres signifierait faire exactement l'inverse, c'est à dire monter d'un cran. Les Iraniens ont déjà clairement dit ce qu'ils feraient si nous introduisions des forces terrestres sur un territoire qu'ils contrôlent. Ils ne combattraient pas seulement ces forces terrestres jusqu'à la mort. Ils s'en prendraient aussi à des pays comme les Émirats arabes unis qui nous aident, et ils lâcheraient les chiens contre les Émirats arabes unis. La guerre s'intensifierait. Introduire des forces terrestres dans le combat, c'est monter l'échelle de l'escalade, c'est l'exact opposé de ce que nous nous attendons à entendre du président Trump ce soir. Il pourrait ne pas dire qu'il se retire du combat et qu'il déclare la victoire. Il pourrait dire qu'il va redoubler d'efforts, envoyer des forces terrestres et travailler avec les Émirats arabes unis et d'autres États du Golfe pour gagner la guerre. Il pourrait le faire, mais ce serait de la folie. Ce serait de l'escalade vendue comme de la fermeté, le genre de décision qui a l'air musclée pendant un briefing est catastrophique. Dès que la réalité commence à répondre, c'est précisément pour cela qu'il faut espérer que cela n'arrive pas. Ce serait un bain de sang pour nos troupes, cela n'aiderait en rien, et que Dieu nous vienne en aide si on en arrive là. Cela mène à l'autre grand enjeu qui se déroule en même temps. Le président Trump, à l'approche de son investiture ce soir, menace de quitter l'OTAN. Reuters a rapporté qu'il envisage tout à fait de retirer les États-Unis de l'OTAN, et il a utilisé des termes très durs pour le dire. Cela est survenu à peine quelques heures après que le secrétaire à la Défense Peter Hegseth a refusé de réaffirmer l'engagement des États-Unis envers la dissuasion collective de l'OTAN au titre de l'article 5. Cela fait suite à d'autres commentaires récents du président Trump, de Marco Rubio et du secrétaire Hegseth exprimant leur colère contre l'Europe parce qu'elle n'a pas rejoint la guerre sur le plan militaire, avec sa puissance navale ou autre. L'implication semble être que, même s'il n'y a ici aucun scénario relevant de l'article 5, aucune attaque qui obligerait les alliés à venir à notre secours, il pense quand même que si les États-Unis choisissent une guerre, l'Europe devrait se sentir tenue de combattre à nos côtés malgré tout. Dans ce récit,
Une alliance semble vouloir dire que l'Europe doit fournir à la fois les applaudissements, le matériel et le silence. Cette lecture de la situation est juste. Il n'y a eu aucune attaque contre les États-Unis qui justifierait l'invocation de l'article 5. Ce que le président Trump semble suggérer, c'est que nous sommes sur le point d'ouvrir le détroit pour peu que nous ajoutions un peu plus de puissance militaire et que si les Européens acceptaient de nous aider à l'ouvrir, nous pourrions y parvenir. Donc, si les Européens refusent, le détroit reste fermé et cela devient leur faute. L'argument consiste à dire que nous avons déjà fait la plus grande part du travail jusqu'ici, que nous avons seulement besoin d'un peu d'aide et que puisqu'ils refusent de nous l'apporter, il est parfaitement approprié de les tenir dans le mépris et de quitter l'OTAN. Mais il y a là deux problèmes immédiats. Premièrement, l'idée que les marines de l'OTAN feraient une différence significative pour forcer le passage dans le détroit d'Ormuz n'est pas un argument sérieux. La marine des États-Unis est la plus puissante du monde et elle ne peut pas franchir le détroit toute seule. Ce n'est tout simplement pas dans les cartes. Les forces navales européennes ajoutées à la force d'attaque ne vont rien y changer. Deuxièmement, ce qui se passe réellement ici, c'est que le président Trump se prépare à faire porter aux Européens la responsabilité du désastre dans le Golfe. Il ne voudra pas en assumer la responsabilité. C'est lui qui a commencé cette guerre. Les Européens n'ont rien eu à voir avec son déclenchement. Il ne peut pas la gagner. Et les Européens ne comptent pas dans sa capacité à la gagner. Mais il va quand même leur en faire porter le blâme, parce que c'est ainsi qu'il fonctionne. C'est toujours la faute de quelqu'un d'autre. Rien de tout cela n'est surprenant. Que l'OTAN reste intacte comme institution formelle est une question. Comme alliance militaire significative, elle semble déjà morte dans les faits. Quand l'opération s'enlise, la mise en scène suivante a besoin d'un méchant de soutien. Et l'Europe est choisie pour le rôle avant même la fin du générique. Si les États-Unis se retiraient dans les circonstances actuelles, non pas dans le cadre d'un retrait cohérent et coordonné avec leurs partenaires, mais dans une crise de colère en disant simplement « j'en ai assez de vous tous, nous partons », les conséquences seraient énormes. Extraire physiquement les troupes serait monumental, mais les dommages psychologiques et relationnels entre les États-Unis et l'Europe pourraient être encore plus grands. Cela pourrait endommager durablement les relations transatlantiques. Ces relations sont déjà empoisonnées. Beaucoup de gens pensent encore qu'il existe une possibilité que le président Trump renverse la situation ou que tout le monde puisse simplement tenir pendant les presque 3 années restantes, obtenir ensuite un nouveau président et réparer les choses. Je pense que c'est très improbable. Ce qui frappe particulièrement, c'est à quel point le centre de gravité s'est déplacé. Autrefois, le point de focalisation, c'était la guerre en Ukraine. Maintenant, la guerre contre l'Iran occupe tout l'avant-scène et on parle à peine de l'Ukraine, même si la guerre y continue. Les Ukrainiens sont en très grande difficulté et en réalité, ils le sont plus que jamais parce que la guerre contre l'Iran a un effet nuisible sur l'effort de guerre ukrainien. Moins d'armes circulent des États-Unis vers l'Ukraine parce qu'elles sont maintenant dirigées vers le Moyen-Orient. En même temps, les Russes s'enrichissent de plus en plus parce qu'ils vendent de plus en plus de pétrole sur les marchés mondiaux après que les sanctions contre la Russie ont été fortement réduites. Les Russes occupaient déjà une position dominante dans la guerre en Ukraine avant le début de la guerre contre l'Iran et ils sont maintenant en encore meilleure posture. À un moment donné, l'Ukraine va clairement perdre sur le champ de bataille, les Russes vont être clairement en position dominante et cela aura d'énormes conséquences pour l'OTAN. La question deviendra alors qui est responsable de la catastrophe. Et le président Trump dira que ce n'est pas lui, que ce sont les Européens. Il réduit depuis un certain temps l'engagement américain envers l'Ukraine et insiste sur le fait que le poids de la gestion du dossier ukrainien repose sur les épaules des Européens. D'une manière très importante, il s'est déjà placé en position de faire porter aux Européens et à l'OTAN la responsabilité de ce qui s'en vient en Ukraine. Ainsi, quelque part probablement vers la fin de l'été, il pourrait y avoir un coup double. Il deviendra manifestement clair que la guerre contre l'Iran constitue une défaite importante pour les États-Unis et que les États-Unis ainsi que leurs alliés européens auront également été vaincus dans la guerre en Ukraine. Cela mettrait le président Trump dans une position terrible et il essaiera d'en rejeter la faute sur les Européens et sur l'OTAN, aggravant encore davantage une situation déjà désastreuse dans les relations transatlantiques. Le schéma est d'une brutalité constante. Allumer l'incendie, blâmer la fumée, puis demander aux alliés pourquoi la pièce est soudainement devenue invivable. Du point de vue européen, ce schéma est évident. C'est dans l'ADN politique de Trump de rejeter sur quelqu'un d'autre tout ce qui tourne mal et de s'attribuer le mérite de tout ce qui tourne bien, peu importe qui l'a réellement fait. Même si ce soir, il ne s'agit surtout que de bravade sans déclaration formelle, même si cela reste une tactique de pression et qu'il ne part pas littéralement, les implications à long terme pour l'Europe sont graves.
Si j'étais dans la position des Européens en ce moment, je me dirais que je ne peux plus compter sur l'Amérique. Je ne voudrais pas confier ma sécurité nationale aux mains de quelqu'un qui peut prendre ce genre de décision et ensuite disparaître dans une crise de colère une minute plus tard. Je chercherais des moyens de me découpler des États-Unis et d'assurer la sécurité de l'Europe par ses propres moyens. C'est exactement ainsi que les Européens devraient agir. L'approche de Mark Rutte, qui consiste à flatter Trump et à essayer de l'amadouer pour qu'il se comporte positivement, est une façon insensée de faire les choses. Les Européens ont un intérêt direct à rompre autant que possible leurs liens formels avec les États-Unis et à agir de manière indépendante. Si j'étais Européen, je ferais de grands efforts pour améliorer les relations avec la Chine et accroître les échanges commerciaux avec elle. Si l'Europe était vraiment intelligente, elle chercherait aussi à améliorer ses relations avec la Russie. La Russie ne représente aucune menace pour l'Europe et l'Europe devrait le comprendre par elle-même, améliorer ses relations avec la Russie aussi bien qu'avec la Chine et garder ses distances avec les États-Unis. Plus largement, tout pays qui se rapproche des États-Unis, plus qu'il n'y est absolument obligé, agit de façon imprudente. Je l'ai dit à des Indiens et des Pakistanais ces derniers mois, et je le dirai aussi aux États du Golfe. La leçon pour les États du Golfe est la même. Ne vous rapprochez pas trop des États-Unis et ne dépendez pas des États-Unis pour votre sécurité, parce qu'ils agissent souvent de manière irresponsable et qu'ils se soucient en réalité très peu de votre sécurité. La flatterie peut lisser l'image à la caméra, mais elle ne transforme pas l'improvisation en stratégie. Il y a aussi l'angle économique européen. Si Trump ne peut pas vraiment se retirer sans laisser l'Iran contrôler complètement Hormuz et le pétrole qui y transite, alors nous nous dirigeons probablement vers une période prolongée de prix élevés du pétrole. Cela va évidemment poser des problèmes à l'ensemble de l'économie européenne qui est déjà fragile. À un moment donné, les Européens vont regarder cela et se dire qu'il faut peut-être remettre Nord Stream 1 en service, qu'il faut peut-être conclure une forme d'entente avec la Russie. Il pourrait effectivement y avoir des pressions pour que l'Europe en vienne à un arrangement avec la Russie par simple nécessité économique. Cette possibilité en rejoint une autre, plus vaste. Si l'économie mondiale commence à s'effondrer au cours des prochaines semaines, si les choses commencent à échapper à tout contrôle et que le monde se retrouve face à une dépression mondiale d'une ampleur jamais vue, alors des mesures drastiques qui semblaient autrefois impensables pourraient soudainement devenir envisageables. Je ne dis pas que cette issue est certaine, mais elle est possible. Si les perspectives économiques deviennent assez catastrophiques, le président Trump pourrait ne plus avoir d'autre choix que de conclure un accord avec les Iraniens et de leur donner à peu près tout ce qu'ils veulent. La même logique s'applique à l'Europe. L'Europe pourrait se retrouver dans une situation économiquement si désastreuse que les conséquences politiques et sociales deviendraient tout aussi graves. Dans ce genre de catastrophe, les gens font des choses qu'ils n'auraient jamais imaginé faire auparavant. C'est pourquoi il est juste de dire que nous naviguons en eau inconnue. Presque tout le monde comprend qu'il y a un immense iceberg au large, et il y a de bonnes raisons de penser que nous nous dirigeons vers lui. Si l'on croit cela, alors des mesures drastiques commencent à paraître plausibles. La possibilité très réelle de heurter cet iceberg pourrait même être liée à quelque chose que le président Trump dira plus tard ce soir. Le même style politique qui vante la pression maximale à midi peut redécouvrir l'art de l'accord en soirée, à condition d'envelopper la retraite dans un langage triomphant. Et le danger ne s'arrête pas à l'Europe, il s'étend aux États-Unis, à Israël, à nos alliés du Golfe au sein du CCG et aux économies de toute l'Asie. La Corée du Sud commence déjà à rationner le carburant. Le Vietnam connaît des manifestations parce que les gens manquent de toutes sortes de choses. L'agriculture mondiale est sous pression. L'Australie montre déjà de graves problèmes. Et ce n'est que le début. Pris ensemble, tous ces éléments pointent vers un état très sombre de la paix et de la sécurité mondiale. Nous sommes dans une situation désespérée. Si l'objectif est d'atténuer les pires conséquences, alors la guerre contre l'Iran doit être arrêtée. Le détroit doit être rouvert ou, à tout le moins, le pétrole, le gaz, les engrais et tout le reste qui passait par le détroit d'Ormuz le 27 février doivent recommencer à y circuler. Les combats entre les États-Unis et Israël, d'un côté, et l'Iran de l'autre, doivent cesser, et cela signifie qu'il faut accommoder les Iraniens pour obtenir ce résultat. La vraie question est de savoir si cela est politiquement faisable. Supposons que nous nous dirigions bel et bien vers l'iceberg et que le président Trump ainsi que ses conseillers le comprennent. Que peuvent-ils faire? Ils semblent croire qu'ils peuvent simplement déclarer la victoire et se retirer. Leur point de vue semble être qu'il existe une solution qui ne soit pas catastrophique et que, compte tenu de la capacité de Trump et de Netanyahou à construire des récits, ils peuvent raconter une histoire plausible selon laquelle ils ont atteint leurs objectifs et gagné la guerre,
puis partir et obtenir peut être un cessez-le-feu de facto. La théorie, c'est que les Iraniens verront que nous ne les frappons plus et n'auront donc aucune raison de nous frapper ni de frapper Israël. Voilà le récit. Mais la question est de savoir si quelqu'un croit réellement qu'ils peuvent faire cela, si le discours du président Trump ce soir peut vraiment fournir la formule magique qui nous empêcherait de heurter l'iceberg. Cet espoir repose sur la vieille illusion selon laquelle un slogan peut faire le travail d'une stratégie et qu'une déclaration télévisée peut demander poliment aux conséquences d'attendre dehors. Cela paraît extrêmement improbable. Cette guerre risque fort de se poursuivre et il ne faut jamais perdre de vue les conséquences économiques. Il n'y a pas seulement le fait que le pétrole ne sort plus du Golfe et que les engrais ne sortent plus du Golfe. L'infrastructure économique à l'intérieur du Golfe est elle aussi en train d'être détruite et cette infrastructure économique ne signifie pas seulement le pétrole, elle comprend toutes sortes d'installations, des alumineries, des aciéries, des usines de dessalement et bien d'autres choses. Beaucoup de dommages sont en train d'être causés, des dommages qui prendront longtemps à réparer et qui auront de graves conséquences économiques. Donc je ne suis pas seulement incertain quant à la capacité de Trump à réussir la stratégie de sortie simple qu'il semble avoir en tête, je suis certain qu'il n'y parviendra pas. Il y a des limites à ce qu'on peut réparer en rebaptisant un échec et en le livrant avec assurance depuis un lutrin. La vraie crainte, c'est que cela se transforme en quelque chose d'encore pire. Si cela ne fonctionne pas ce soir et que, dans la semaine qui suit, il devient clair que cela ne se terminera pas facilement, que cela continue d'échapper à tout contrôle et que nous nous dirigeons réellement vers l'iceberg, alors la question devient que va faire le président Trump? Il n'a pas vraiment de bonnes options. Envoyer des forces terrestres n'est pas une option sérieuse parce que, comme on l'a déjà dit, cela ne ferait qu'empirer une situation déjà terrible. Tout cela met en lumière la même conclusion. Les Iraniens sont au volant. Pour reprendre la formule utilisée plus tôt, ils nous tiennent à leur merci. Et s'ils le savent, ils vont jouer très dur avec nous. Une fois les slogans épuisés, la politique doit toujours répondre devant la géographie, les leviers de puissance et des conséquences qui, elles, ne se sont jamais